Buongiorno a tutti. Vabbè, j'ai temps de parler un peu français au commencement. Alors, bonjour à tout le monde. Et pour une pure combinaison, je dirais, je poursuivrai dans ma réflexion autour des choses dont parlait en avant Valérie Mette, en particulier sur la question de la castration symbolique dans la subjectivité, dans la constitution de la subjectivité. Quelqu'un dit qu'avec le temps, comme le bon vin, un meilleur. C'est pas mon cas. Mon français, c'est terrible maintenant. Alors, j'ai pris Tamara, je lirai mon texte, et Tamara a une traduction de mon texte, et il lira mon texte traduit. Hein? Alors, mon texte, le titre, c'est Approccio del reale. Il y a un autre motif, parce que je parle en italien, parce que ceci, c'est un rencontre franco-italienne, et j'espère qu'il ne sera pas du tout désagréable écouter quelques mots aussi en italien. Allora, approccio del reale. Ho già avuto l'occasione, durante la presentazione italiana del libro di Tamara Landau, che ringrazio per l'invito di oggi, di manifestare il mio interesse per l'audacia e le novità teoriche espresse nel suo testo e anche, perché no, di sollevare alcune mie personali obiezioni. Tamara? J'ai déjà eu l'occasion, au moment de la présentation italienne du livre de Tamara Landau, de manifester mon intérêt pour l'audace et les nouveautés théoriques exposées dans son texte e également, pourquoi pas, de soulever quelques objections. Comunque, rileggendo in occasione di questo incontro L'impossible naissance ou l'enfant enclavé, mi sono soffermato su quei punti in cui l'autrice ci parla, lungo un testo centrato naturalmente sulla relazione madre-bambino, della funzione di un padre che si potrebbe definire primario. Quoi qu'il en soit, en relisant L'impossible naissance ou l'enfant enclavé, à l'occasion de la réunion d'aujourd'hui, je me suis penchée sur les passages de l'auteur où l'auteur nous parle, dans un texte centré évidemment sur la relation mère-enfant, de la fonction d'un père que l'on pourrait définir primaire. Ad esempio scrive: il padre effettua anche un transfert primario. Anche lui procede a un'introiezione, una proiezione e un'incorporazione cannibalica primaria dei movimenti del bambino, et questo réciproquement verso suo padre. Elle écrit par exemple: le père effectue aussi un transfert primaire. Lui aussi procède à une introjection, une projection et une incorporation cannibalique primaire des mouvements de l'enfant, et celui-ci réciproquement envers son père. E più avanti, nello stesso capitolo, Tamara Landau aggiunge: ma anche a livello inconscio il padre si sente esistere in un rapporto di identificazione mimetica primordiale e in un legame di dominio cannibalico col suo bambino. Il padre reagisce secondo le modalità inconsce del suo proprio legame d'emprise primordiale vissuto con la sua madre. Secondo l'intensità, il padre potrà o no occupare in seguito la sua funzione simbolica per il bambino. Questo punto è essenziale poiché chiarisce la complicità inconscia dei genitori nel legame incestuoso originario. Et plus loin dans le même chapitre, Tamara Landau ajoute: mais au niveau inconscient, le père se sent aussi exister dans un rapport d'identification mimétique primordiale et dans un lien d'emprise cannibalique avec son enfant. Le père réagissait selon les modalités inconscientes de son propre lien d'emprise primordiale vécu avec sa propre mère. Selon son intensité,
le père pourra ou non occuper par la suite sa fonction symbolique pour l'enfant. Ce point est essentiel car il éclaire la complicité inconsciente des parents dans les liens incestueux originaires. La descrizione di questa funzione primaria del padre, che introduce o meno simbolico il figlio, e il loro rapporto reciproco di incorporazione cannibalica, mi sembra rievocare con efficacia il mito del padre dell'orda primitiva, il suo assassinio e il rituale del pasto cannibalico da parte dei figli e fratelli, come viene descritto da Freud in Totem et Tabou. La description de cette fonction primaire du père, qui introduit ou pas le fils au symbolique, et leur rapport réciproque d'incorporation cannibalique, me semble évoquer avec efficacité le mythe du père de la horde primitive, sa mise à mort et le rituel du repas cannibalique de la part des fils frères, tel que Freud le décrit dans Totem et Tabou. Si tratta, la definirei così, di una sorta di reale del padre, un fantasma che può, almeno in parte, ingenerare il destino di un figlio. Il s'agit, et c'est ainsi que je le définirai, d'une sorte de réel du père, un fantasme qui peut du moins en partie engendrer le destin d'un fils. Ora, e anche a partire da quanto appena estratto dalla lettura del libro di Tamara Landau, mi sono chiesto quale evoluzione può avere nello psichismo dell'individuo questa figura di padre primario, che ho appena definito come reale del padre. Alors, partant également de ce que je viens de dégager du livre de Tamara Landau, je me suis demandé quelle évolution peut avoir dans le psychisme de l'individu la figure de ce père primaire que j'ai défini, le réel du père. Infatti, nell'accadere psichico, come ci insegna Freud, nulla si effettua una volta per tutte. Ad esempio, dalla rimozione primaria che fissa inconsciamente la relazione oggettuale, come prima accennava anche Valeria, hanno luogo le rimozioni secondarie che costelleranno il destino e la struttura psichica di un individuo. En effet, comme nous l'enseigne Freud, dans le cours des événements psychiques, rien ne s'effectue une fois pour toutes. Par exemple, à partir du refoulement primaire qui fixe inconsciemment la relation objectuelle, ont lieu les refoulements secondaires qui costelleront le destin et la structure psychique d'un individu. Insomma, il mio intervento vuole essere un'interrogazione sull'evoluzione psichica della funzione del padre primario o del reale del padre, così ben descritto nelle pagine del libro di Tamara Landau. En somme, mon exposé vise à s'interroger sur l'évolution psychique de la fonction du père primaire ou du réel du père, décrit très précisément par Tamara Landau dans son livre. In altri termini, dal reale del padre al padre reale. Naturalmente là dove il soggetto non resti del tutto enclavé in una impossible naissance. Tenterò quindi di dire qualcosa del padre reale e della sua funzione nella strutturazione inconscia del soggetto, a partire da alcune indicazioni che troviamo nei testi di Lacan. Là où ça va pas de soi, le sujet ne reste pas complètement enclavé dans une impossible naissance. En somme, mon exposé vise à s'interroger sur l'évolution psychique de la fonction du père primaire ou du réel du père, décrit très précisément. En d'autres termes, du réel du père au père réel. Là où, cela va de soi, le sujet ne reste pas complètement enclavé dans une impossible naissance. J'essaierai donc de dire quelques mots sur le père réel et sur sa fonction dans la structuration inconsciente du sujet à partir de quelques indications fournies par les textes de Lacan. Quindi, per procedere velocemente, farò una breve premessa, qualche considerazione teorica, per soffermarmi poi su un esempio clinico come vedrete, tra virgolette. Pour procéder rapidement, je ferai une remarque préliminaire et quelques considérations théoriques pour me pencher ensuite sur un exemple clinique. Clinique, vous le verrez entre guillemets. La premessa, che ritengo quasi ovvia, è che il padre reale appartiene a un ternario teorico, strettamente connesso, legato quindi al padre immaginario e al padre simbolico, all'RSI dell'elaborazione lacaniana, con tutte le conseguenze teoriche che ne derivano.
La remarque préliminaire, presque évidente, dirais-je, est que le père réel appartient en ternaire théorique, étroitement lié donc au père imaginaire et au père symbolique, au RSI de l'élaboration lacanienne, avec toutes les conséquences théoriques qui en découlent. Intendo dire ad esempio che il padre reale ha ben poco a che vedere con il padre nella realtà e quindi con la definizione psicologistica di un padre, il genitore sintente, debole o troppo forte, presente o assente, eccetera, eccetera. J'entends par là, par exemple, que le père réel a bien peu à voir avec le père dans la réalité, et donc avec la définition psychologistique d'un père, à savoir le géniteur, faible ou fort, présent ou absent, etc. Certo, la funzione del padre reale può essere anche assunta dal genitore, ma spesso non è così. Lacan, nel suo seminario sulla relation d'objet, sembra definirlo come agente della castrazione. Agente, quindi colui che agisce, che mette in atto l'eventualità della castrazione simbolica per il soggetto, una mancanza simbolica di qualcosa di immaginario. Cercherò in seguito di spiegare come io leggo questo enunciato. Certes, la fonction du père réel peut être également assumée par le géniteur, mais ce n'est pas souvent le cas. Dans son séminaire sur la relation d'objet, Lacan semble le définir comme l'agent de la castration. Agent est donc celui qui agit, qui met en acte l'éventualité de la castration symbolique pour le sujet. Un manque symbolique de quelque chose d'imaginaire. J'essaierai par la suite d'expliquer comment j'entends cet énoncé. Altrove, nel seminario del savoir du psychanalyste, Lacan dirà che il padre reale è l'épateur, colui che épate la famiglia. Qual è dunque la funzione del padre reale e che cos'è un padre reale? Ailleurs, dans le séminaire Le savoir du psychanalyste, Lacan dira que le père réel est l'épateur, celui qui épate la famille. Quelle est donc la fonction du père réel et qu'est-ce qu'est un père réel? Pour tenter de répondre à cette question, j'aurai recours, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un exemple. Anche se in questa particolare occasione ho scelto un esempio che non traggo dalla clinica psicanalitica e nemmeno dalla letteratura, ma da quella piccola grande arte che in qualche occasione sa essere il cinema. En l'occurrence, j'ai choisi un exemple qui ne provient pas de la clinique psychanalytique ni de la littérature, mais de cet art qui est parfois le cinéma. E vi parlerò di un vecchio film molto famoso nella storia del cinema, un film che mi è capitato recentemente di rivedere e che mi ha aiutato a sviluppare questa mia riflessione. Si tratta del capolavoro riconosciuto di Orson Welles, Citizen Kane del 1941. Je vais vous parler d'un vieux film très célèbre dans l'histoire du cinéma, un film que j'ai eu l'occasion de revoir récemment et qui m'a aidé à développer ma réflexion d'aujourd'hui. Il s'agit de l'incontestable chef-d'œuvre d'Orson Welles, Citizen Kane. La storia raccontata in questo film vi è senz'altro nota e quindi la ripercorro velocemente, soffermandomi poi su un punto che ritengo prezioso per riprendere e procedere su quanto vi proponevo prima. Vous connaissez certainement l'histoire de ce film et je la retracerai donc rapidement pour m'attarder ensuite sur un point, selon moi très important, afin de reprendre et poursuivre mon raisonnement. Innanzitutto partiamo dal titolo, che nella versione originale è appunto Citizen Kane, tradotto in italiano un po' banalmente con quarto potere. Citizen Kane è il cittadino, l'individuo, l'uno qualunque Kane. Avant tout, le titre, qui dans la version originale est précisément Citizen Kane, traduit en italien de façon un peu banale par quarto potere, quatrième pouvoir. Citizen Kane, le citoyen, l'individu, l'un quelconque, Kane. Dunque, Charles F. Kane muore nel completo isolamento dopo essere stato uno degli uomini più influenti e potenti del suo tempo. Di lui è un uomo pubblico, come si suol dire, si conosce quasi tutto, la generosità, la meschinità, la grandezza, la miseria. E così un giornalista cerca di raccontarlo in maniera differente, originale, partendo dall'ultima misteriosa parola che Kane ha pronunciato prima di morire. Questo significante è Rosebud, letteralmente bocciolo di rosa.
e senza dubbio costituisce un enigma, ossia un'enunciazione priva di enunciato, proprio perché la morte stessa di Kane l'ha irrelato, ponendolo come significante non sensico all'interno di un discorso mai più compiuto. Come accade inevitabilmente nel destino di ogni parlesse. Prego. De lui, on sait presque tout. C'est seulement l'expression consacrée à un homme public. La générosité, la mesquinerie, la grandeur, la misère. Et donc, un journaliste essaie de le peindre de façon différente, originale, en partant du dernier mot, un mot mystérieux que Kane a prononcé avant de mourir. Ce signifiant est Rosebud, littéralement bouton de rose, et indubitablement, il constitue un énigme, c'est-à-dire une énonciation privée d'énoncé, précisément parce que la mort de Kane l'a irrelato, privé de toute relation, en le plaçant comme signifiant non sensique, sans sens, à l'intérieur d'un discours à jamais inachevé, comme c'est inévitablement le cas dans le dessin de chaque par-lettre. Ma alla fine, pur interrogando coloro che l'avevano meglio conosciuto, il giornalista del film ricostruirà una storia che in conclusione non si discosterà quasi per nulla da quella ufficiale. Rosebud resterà per lui un enigma che solo al termine del film Wells svelerà al suo pubblico. Comme c'est inévitablement le cas dans le destin de chaque par-lettre. Mais à la fin, même en questionnant ceux qu'il avait le mieux connus, le journaliste du film reconstruira une histoire qui, en fin de compte, ne s'écartera presque en rien de l'histoire officielle. Rosebud restera pour lui un énigme que Wells révélera à son public seulement à la fin du film. Tra le fiamme in cui vengono bruciate le cose senza valore, le cianfrusaglie della vita di Kane, il regista inquadra velocemente la slitta con cui il piccolo Charles giocava in una delle scene iniziali del film e la scritta Rosebud si illumina per un istante prima di scomparire per sempre nel rogo. Rosebud, semplicemente il nome di una piccola slitta o forse la sua marca. Rosebud, marchio costitutivo del soggetto, segno indelebile di un abbandono, di una separazione irrimediabile. Vi sono partenze che sono come morti, scriverà Truffaut rileggendo Citizen Kane. E vi sono separazioni, aggiungerà ancora, che si costituiscono per il soggetto che le subisce in modo tale da impedire qualsiasi lavoro del lutto. In questo senso l'intuizione giusta mi sembra quella proposta da André Bazin nella sua celebre monografia su Orson Welles. Bazin sottolinea infatti come nel film la parola Rosebud compaia sulle labbra di Wes Kane ciascuna volta che il protagonista subisce un abbandono fondamentale, dalla prima moglie, dagli amici, dai colleghi e alla fine da se stesso, nell'appuntamento definitivo con la propria morte. Au milieu des flammes dans lesquelles brûlent les choses sans valeur, les babioles de la vie de Kane, le réalisateur fait un cadrage rapide sous la luge avec laquelle Charles, enfant, jouait dans l'une des scènes du début du film. Et l'inscription « Rosebud » s'illumine un instant avant de disparaître pour toujours dans le feu. Rosebud, tout simplement le nom d'une petite luge ou peut-être la marque de cette petite luge. Rosebud, marque constitutive du sujet, signe indélébile d'un abandon, d'une irrémédiable séparation. Il y a des départs qui ressemblent à des morts, écrira François Truffaut à propos de Citizen Kane. Il y a des séparations, ajouterai-je encore, qui se constituent pour le sujet qui les subit de façon à empêcher tout travail de deuil. En ce sens, il me semble que la bonne intuition est celle proposée par André Bazin dans sa célèbre monographie sur Orson Welles. Bazin souligne en effet que dans le film, le mot Rosebud monte aux lèvres de Welles Kane chaque fois que le protagoniste subit un abandon fondamental. De sa première femme, de ses amis, de ses collègues. Et à la fin, l'abandon de soi-même lors du rendez-vous définitif avec sa propre mort. Bazin, ricollocando queste scene rispetto alla separazione del piccolo Charles dalla madre, parlerà di ossession de l'enfance o, si l'on veut, sa nostalgie, come tema fondamentale di tutta l'opera wellesiana. Restituant ces scènes par rapport à la séparation de Charles, enfant, de sa mère, Bazin parlera d'obsession de l'enfance ou, si l'on veut, sa nostalgie, comme du thème fondamental de toute l'œuvre de Welles.
Ma arriviamo ora velocemente al punto che mi permette di riprendere quanto accennavo prima rispetto alla funzione del padre reale. In effetti la slitta illuminata dalle fiamme è anche l'oggetto fallico con cui il piccolo Charles, in una scena del film, cerca di difendersi dalla presenza del tutore Patrigno, al quale, per volontà della madre, è stato affidato dopo la morte di suo padre. Un istante prima il bambino giocava felice nella neve con la sua slitta, un istante dopo gli comunicano che dovrà seguire quell'uomo e lasciare per sempre sua madre. In una inutile e patetica difesa scaglierà la slitta contro il Patrigno, ma nulla più servirà a far ritornare tutto come prima. Il paradiso terrestre del piccolo Charles è finito, bruscamente per sempre, et inizia la storia del cittadino Kane. Mais passons maintenant rapidement au point qui me permet de reprendre ce à quoi je faisais allusion à propos de la fonction du Père réel. En fait, la luge illuminée par les flammes est aussi l'objet phallique avec lequel, dans une scène de film, Charles, enfant, tente de se défendre contre la présence de son tuteur, de son beau-père, auquel il a été confié à la mort de son père, suivant la volonté de sa mère. L'instant avant, l'enfant jouait, heureux, avec sa luge dans la neige. L'instant d'après, on lui apprend qu'il devra suivre cet homme et quitter à jamais sa mère. Dans un geste de défense inutile et pathétique, il lancera la luge sur son beau-père, mais désormais rien ne pourra faire en sorte que tout revienne comme avant. Le paradis terrestre du petit Charles a pris fin, brusquement et pour toujours, et l'histoire du citoyen Ken commence. Fermiamoci un istante su questa famosa sequenza del film di Wells. È evidente che qui il padre reale è rappresentato dalla figura del Patrigno, ossia di colui che mette in atto la castrazione immaginaria del piccolo Charles. Una figura anonima, detestabile, brutale, ma il suo agire va bene oltre a ciò che noi, seguendo Lacan, possiamo definire come castrazione simbolica. In questo caso la messa in atto della castrazione, non incontrando nessuna mediazione simbolica, ripeto, è brutale e soprattutto anonima, scivola immediatamente nella frustrazione, Versagung, e dalla frustrazione alla privazione, ossia la mancanza reale di un oggetto simbolico. In questo senso il Patrigno nel film di Wells rappresenta fino alle estreme conseguenze la funzione del padre reale, colui che può mettere in atto l'evento della castrazione per il soggetto senza lasciare alcuno spazio all'eventualità di una mediazione simbolica. In altri termini, colui o qualcosa che confronta il soggetto con la privazione, un buco reale. Tu parlavi prima di qualcosa di simile, ossia qualcosa di impossibile in quanto tale da scriversi nella struttura psichica del soggetto, nella sua storia, nella diacronia della sua catena significante. Qualcosa che resterà un punto vuoto, un punto d'oblio. E questo qualcosa in psicanalisi ha un nome preciso, trauma. Il padre reale può divenire quindi in ultima istanza anche l'agente del trauma nella costituzione soggettiva di un individuo. Projetons un instant sur cette célèbre séquence du film de Wells. Il est évident qu'ici, le père réel est représenté par la figure du beau-père, à savoir de celui qui met en acte la castration imaginaire du petit Charles. Une figure anonyme, détestable, brutale. Mais son action va bien au-delà de ce que, suivant Lacan, nous pouvons définir comme castration symbolique. Dans le cas présent, la mise en acte de la castration, qui ne rencontre aucune médiation symbolique, je le répète, elle est brutale et surtout anonyme, glisse immédiatement vers la frustration, vers Versagung, et de la frustration à la privation, c'est-à-dire au manque réel d'un objet symbolique. En ce sens, le beau-père dans le film de Wells représente ici, jusqu'aux conséquences extrêmes, la fonction du père réel, celui qui met en acte l'événement de la castration pour le sujet, sans laisser aucune place à l'éventualité d'une médiation symbolique. En d'autres termes, celui ou quelque chose qui force le sujet à se confronter à la privation, un trou réel dans le symbolique. À savoir quelque chose ne pouvant en tant que tel s'inscrire dans la structure psychique du sujet, dans son histoire, dans la diachronie de sa chaîne signifiante. Quelque chose qui restera un point vide, un point d'oubli. En psychanalyse, c'est quelque chose porte un nom précis, trauma. Le père réel peut devenir en dernier ressort également l'agent du trauma dans la constitution subjective de l'individu.
Ma per comprendere meglio questo passaggio occorre seguire anche la curiosa metamorfosi di quell'oggetto fallico che, restando all'esempio dei film di Wells, è la piccola slitta. Dapprima fallo immaginario che dovrebbe onnipotentemente proteggere il bambino dall'inevitabile e dolorosa separazione da sua madre e subito dopo, nella sua caduta, nel suo impossibile recupero simbolico, nella sua derelizione immaginaria, piccolo oggetto asimbolizzabile. Mais pour mieux comprendre ce passage, il faut également suivre l'étrange métamorphose de cet objet phallique qui est toujours dans le film de Wells, la luge. D'abord phallus imaginaire, censé protéger l'enfant de façon toute puissante contre l'inévitable et douloureuse séparation de sa mère. Tout de suite après, dans sa chute, dans son impossible récupération symbolique, dans sa déréliction imaginaire, petit objet asimbolizzabile. E così, ritornando ancora una volta al film di Wells, la minaccia di castrazione per il piccolo Charles si è compiuta irrimediabilmente. Non si può che continuare a negarla, ripetendone così inevitabilmente anche il fallimento. Otteneva tutto ciò che voleva per poi perderlo, diranno lungo tutto il film di Charles F. Kane. Et ainsi, citant encore une fois le film de Wells, la menace de castration pour Charles, enfant, s'est irrémédiablement accomplie. On ne peut que continuer à la nier, en répétant de la sorte inévitablement aussi l'échec. Il obtenait tout ce qu'il voulait, pour ensuite le perdre, dira-t-on de Charles F. Kane tout au long du film. La slitta, o meglio il suo nome Rosebud, significante implicato in una Fixierung primaria, rappresenterà d'ora in poi il soggetto stesso. Soggetto sospeso in un'identificazione costitutiva, incorporazione, con quell'oggetto che ottura nel suo immaginario la beanza aperta dalla castrazione. La luge, ou plutôt son nom, Rosebud, signifiant impliqué dans une Fixierung primaire, représentera dorénavant le sujet lui-même. Un sujet suspendu dans une identification constitutive, incorporation, avec cet objet qui obture dans son imaginaire la béance ouverte par la castration. Costringendolo in una vana ripetizione della scena nel tentativo sempre mancato di svolgerla differentemente. È così che per un soggetto il reale scivola dal trauma, l'inassumibile, il posto vuoto nella struttura, un punto d'oblio, al fantasma che lo dissimula nella ripetizione. Questione di un godimento mitico privilegiato, senz'altro inarticolato e forse inarticolabile. Le contraignant à une vaine répétition de la scène dans une tentative toujours ratée de la jouer différemment. C'est ainsi que pour un sujet, le réel glisse du trauma, l'inassumable, la place vide dans la structure, un point d'oubli, au fantasme qui le dissimule dans la répétition. Question d'une jouissance mythique privilégiée, assurément inarticulée et peut-être inarticulable. Forse, e qui concludo uscendo definitivamente dalla metafora del film di Wells, forse perché in effetti uno dei compiti fondamentali di un'analisi è proprio quello di rimettere in gioco nel transfert la stessità del godimento di cui si nutre una ripetizione. Peut-être, et je termine abandonnant définitivement la métaphore du film de Wells, peut-être parce qu'en fait, l'une des tâches fondamentales d'une analyse serait précisément de remettre en jeu, dans le transfert, la mêmeté de la jouissance dont se nourrit une répétition. Infatti il godimento esige il privilegio. Non vi sono due modi di cavarsene. Ogni duplicazione lo elimina. Sopravvive solo se la ripetizione è vana, cioè sempre la stessa. Solo l'introduzione di un modello supera questa ripetizione vana. Ed è questo il motivo per cui un'analisi consiste essenzialmente nel produrre un modello, Vorbild, della nevrosi, una nevrosi artificiale. Una nevrosi artificiale da cui ci si può aspettare un cambiamento nel rapporto del soggetto con il godimento che lo abita, ossia, come scrive Freud, una rettifica dell'economia libidica soggettiva. Grazie per il vostro ascolto. En effet, la jouissance exige le privilège. Il n'y a pas deux façons de s'en sortir. Toute duplication l'élimine. Elle n'est survie que si la répétition est vaine, c'est-à-dire toujours la même.
Seule l'introduction d'un modèle dépasse cette vaine répétition. Et c'est la raison pour laquelle une analyse consiste essentiellement à produire un modèle, Vorbild, de la névrose, une névrose artificielle. Une névrose artificielle de laquelle on peut attendre un changement dans le rapport du sujet avec la jouissance qui l'habite. Ou encore, comme l'écrit Freud, une rectification de l'économie libidinale subjective. Merci pour votre attention. Alors, géographie du corps, géographie de l'esprit. Je m'excuse de le lire, mais vous savez, c'est la première fois que je suis ici en parlant français en public. J'aurais besoin de votre indulgence, non seulement pour le contenu, mais aussi pour la langue. En tant que philosophe de sciences sociales, cette expression géographie de l'esprit, ça va mieux, me fait penser plutôt à la vexata question de classification des sciences. Par contre, ce que je vais traiter en psychanalyste est un problème qui n'a aucun rapport avec la culture ni les Wissenschaften comme on en parle depuis Kant, Hegel, Dilthey, mais plutôt avec le psychique et ses dimensions les plus primitives et moins intellectuelles, du point de vue des relations d'objets. Cependant, je dois admettre qu'il y a en effet un lien entre les deux termes, parce que tant les exordes de la subjectivité que les exordes de la culture ont besoin d'un mythe de fondation, un mythe instituant, c'est-à-dire un récit qui concerne l'origine, mais aussi inévitablement le destin. Fatum, au sens latin, ce qui est dit, ou mieux ce que nous avons dit à nous-mêmes, ce que nous nous sommes dit, pour remplacer le vide, pour donner sens à l'inconnu. Ces histoires que nous racontons peuvent prendre la forme de mythes personnels ou de romans de famille, c'est-à-dire de fantasmes, de fantaisies inconscientes ou bien de fantaisies partagées comme dans le cas de la mythologie. Mais dans un cas comme dans l'autre, ces récits marquent un destin, que ce soit de santé ou de maladie. La psychanalyse, autant que la critique de l'idéologie,